Tu veux interagir avec les programmes de Radio Taxi FM 93.1 FM, Lomé Togo? Abonne-toi à Radio Taxi FM TG sur YouTube. Like, commente et partage ton programme préféré diffusé sur la géniale des radios Taxi FM. Taxi FM sur YouTube, Radio Taxi FM TG. Les programmes de la géniale des radios de ta capitale en boucle. La gare routière de l'information Saint-Émile-Gator. La gare routière de l'information. Très heureux de vous retrouver. Avec toutes ces équipes se retrouvent en plateau. Je poserai la question à mes confrères en studio. Décryptage, analyse. Ça va être pire demain. Débat. L'ascension est méritée. Ce qui reste pour un pays, pour un peuple, c'est son histoire. Sont au rendez-vous de l'actualité de la cité. La gare routière de l'information, c'est du lundi au vendredi de 11h à 12h30. À très bientôt, au revoir. Taxi FM, votre radio d'opinion. Émission politique, sportive et culturelle, en direct. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous avoir encore ce matin sur la radio Taxi FM Lomé. Nous sommes à la gare routière de l'information avec un confrère, rassurez-vous, où nous allons revenir sur pas mal de sujets d'actualité. Nous parlerons bien sûr de la récente augmentation du prix du kilowattheure au niveau de la fourniture en énergie électrique. On va en parler avec un confrère. On reviendra sur la formation prochaine du gouvernement togolais. Qu'est-ce qui fait que ça coince chez le président du Conseil, qui seront donc dans le gouvernement de Faure-Gnassingbé? On pourra revenir sur le sujet. Et puis sur l'affaire des deux policiers accusés de meurtre à Djarkwanga. Il y a 5 jours environ, ces deux agents ont été donc arrêtés, accusés de meurtre sur une revendeuse de boissons locales à Djarkwanga, dans le centre du pays. On va revenir sur le sujet avec nos confrères en studio. Acha Ibrahim du journal Tango, Francisco Nakokora de Tampa Express et Isidore Sassou Akolor de Actu Express. Vous restez avec nous. Bienvenue. Taxi FM, la seule radio de débat, d'infos et de sport. Merci pour votre fidélité à la radio Taxi FM Lomé avec nos confrères en studio avec nous. Francisco Nakokora. Bonjour Francisco. Oui, bonjour cher irrigateur. Bonjour confrères en studio et aux éditeurs de l'émission La Gare. Merci de nous avoir rejoints donc dans notre studio. Bonjour Isidore Akolor. Bonjour éditeurs, bonjour confrères au plateau, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Bonjour Acha Ibrahim. Bonjour aux auditeurs et auditrices, bonjour aux confrères en studio. Merci d'être là et on va donc aborder le premier sujet, c'est la dernière augmentation du prix du kilowattheure. Ça fait parler beaucoup de nos concitoyens. On a décidé encore aujourd'hui de revenir sur le sujet. On l'avait abordé un petit peu la dernière fois, rappelez-vous, le mercredi dernier, puisqu'on a eu le scoop en pleine émission. Aujourd'hui, quand vous regardez nos concitoyens depuis une semaine que ce sujet est effectif, Isidore Akolor d'abord, est-ce que vous comprenez quelque chose de ce qui se passe là? Beaucoup de choses en ce qui se passe. Le Togo est géré comme, excusez-moi le terme, un marché de dupes. Ce qui se passe n'a aucun sens. Et on ne peut pas gérer un pays de cette manière. On était là, c'est vous qui nous avez envoyé, mais on avait pris ça au pif. Quand vous y rentrez, il y a beaucoup de choses qu'il convient d'être relevées. Je peux y aller? Oui, allez-y, allez-y. La facture de l'électricité est composée de beaucoup d'éléments. Au-delà des taxes relevant des redevances de puissance, location de compteurs, entretien et éclairage public. Moi, je me suis appesanti sur 2 composantes pour élaborer la facture. La consommation et les prix unitaires des tranches avec la TVA.
il y a, je ne dirais pas arnaque, je ne vais pas utiliser de gros mots aujourd'hui, mais on nous a trompés. Vous prenez la tranche sociale qui était de 63 francs, on l'a réduit à 60 francs. Mais posez-vous la question de savoir quel nombre de kilowattheures on prend en charge dans cette nouvelle tranche. Ce sont les subterfuges que je qualifie d'arnaque. Avant, avec 63 francs, vous avez 40 kilowattheures. Ça veut dire qu'avec 2520 francs, si vous consommez moins de 40 kilowattheures, en dehors des éléments que j'avais déjà énumérés, vous pouvez vous en sortir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a donné l'impression qu'on a réduit le prix unitaire du kilowattheure pour la tranche sociale, qui était de 63 francs à 60 francs. Mais au même moment, on a réduit la consommation. On les a amputés de 10 kilowattheures, qui est reversé sur la première tranche. Vous voyez ce dont je parle? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire que au-delà de l'augmentation de façon générale du prix du kilowattheure, il y a de l'arnaque dans cette affaire-là. Il y a de l'arnaque. On nous a bluffé. Non, des non-dits. On nous a bluffé. Pour ceux qui n'ont aucune notion, excusez-moi le terme, de l'économie ou comment... Ou de la manière dont les calculs se font en réalité. En réalité. Imaginez que avant cette modification, la tranche sociale, 40 francs fois 63 francs, 40 kWh fois 63 francs, ça fait 2520 francs. Aujourd'hui, on a amputé 10 kWh qu'on a reversé à la première tranche. Donc, seulement 30 kWh seront prises en compte par la tranche sociale. À supposer que vous consommez 30 kWh, vous allez retrouver à faire 1800, contrairement à 2520. En matière de consommation, je ne dis pas la facture, parce qu'il y a d'autres charges qui s'y ajoutent. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Et qui n'ont pas eu aussi d'incidence. Les 10 kWh dont on vous avait amputé seront maintenant évalués à 93 francs au lieu de 60 francs. Et vous allez vous retrouver, si il advenait que vous êtes dans la tranche de moins de 40 kWh à 2000 ou 40 kWh à 2730 francs par rapport à 2520 francs. Et la différence, c'est 2210 francs. C'est énorme. Soit une augmentation de 8,3% sur la tranche dite sociale. Allons-y. Première tranche, qui était de 86 francs, est augmentée à 93 francs, soit une augmentation de 7%, 8, et quelques pourcents, mais disons 8%. Mais on a encore réduit le nombre de kilowattheures à consommer. Oui, la consommation. C'est ça le jeu, c'est ça l'arnaque. Avant, si vous consommez moins de 200 kWh ou à hauteur de 200 kWh, vous serez facturé à 86 francs. Aujourd'hui, bon, si c'était le cas, vous devez payer 17 200 francs. Aujourd'hui, on facture les tranches. La tranche de 200 kWh est revenue à 120 kWh et vous allez payer 93 francs. C'est beaucoup. C'est beaucoup pour ce peuple qui tire déjà le diable par la queue. Oui, rapidement, pour pouvoir donner la parole aussi aux autres. Oui, allez-y. Les 80
qui reste, les 80 kWh restants seront facturés à 100 kg. Pour ça, vous allez vous retrouver avec une valeur de 21 560 francs au lieu de 17 200. Une différence de 4 360 francs, soit 25,3% d'augmentation. Je laisse la parole aux autres. Oui, la situation elle est difficile aujourd'hui pour nos concitoyens. Il suffit de les écouter et la répercussion est déjà visible chez le meunier, dans nos marchés. Francisco Napokura, vous avez aussi analysé cette situation. Aujourd'hui, on est en train de chercher le coupable là. Comment est-ce qu'on en est arrivé là aujourd'hui? Qui nous a mis dans ça? Qui nous a mis dans ça? C'est la corruption, c'est la mauvaise gestion, c'est tout ce qu'on appelle mal-gouvernance qui nous a mis dans cette histoire. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait longtemps et les noms sont là. Ceux qui sont venus et qui ont mis vraiment cette société à genoux avec plus tard, avec la construction du contour global. Je vous dis, ce qui se passe à la CET, et je me demande si l'augmentation même en soi n'est pas un problème. Parce que cette augmentation va créer encore d'autres problèmes, encore qu'il n'y a pas des stratégies de détection systématique des fraudes et que des agents sont véreux. Et vous imaginez, vous avez dit à qui la faute? Oui, bien sûr. Quand vous prenez la gestion de la société même, mais on gère une compagnie parapublique comme une épicerie du quartier. C'est plus qu'une épicerie. Et c'est là, chacun vient avec son bitos. Je ne dis pas business, bitos. Quand chaque année pratiquement, on fait la commande de compte. Là, vous êtes en train de faire des injures à ceux qui tiennent donc les épiceries. Il y a des gens qui gèrent très bien. Les épiceries de nos quartiers sont bien gérées quand même. Ok, merci pour le rectificatif. Mais ce qui se passe chez nous, dans nos sociétés d'État, comme à la CET, je dis, chaque année, la CET commande et fait appel d'offres pour les compteurs. Et chacun, de l'administration, du ministère partout, chacun vient avec son compteur. Et ça fait plusieurs logiciels de gestion des compteurs qui sont des locations. Il vous souvient, la dernière fois, c'est le président de l'université de Kara qui a écrit au ministre pour demander une faveur pour les candidats et diplômés de l'université pour affaire de logiciels. Oui, bien sûr. Je dis chaque compteur, sinon chaque compteur cash power qu'on nous installe, sinon qu'on commande à son logiciel qu'il faut gérer et dont il faut payer les redevances. Parce que chaque ministre, chaque directeur doit faire passer sa commande. Sur le fiole pour alimenter les turbines, les gens préfèrent, au lieu de payer les dettes avec le Nigeria pour qu'on ait l'électricité à moindre coût, avec le gaz, les gens préfèrent aller payer, et comment l'appelle-t-on, le carburant à la pompe. Même pas commander un bateau, un tanker de carburant. La société peut commander directement les tankers de carburant. Et je me rappelle, ce problème a été réglé. Excusez-moi, mais ce problème a été réglé. Ce n'est pas réglé. Ce n'est pas réglé. La dernière fois. Dans sa sortie, il avait dit que c'était ça le problème. Avec lui, ça a été réglé. Ou bien ils ont repris l'ancienne méthode. Ça a repris, cher Eric. La dernière fois, quand on a dit qu'il y a des maintenances sur le réseau, oui, c'était parce que les gens ne veulent pas payer les dettes et ils préfèrent aller payer encore le carburant pour alimenter les choses. Je ne sais pas si vous voyez. Maintenant, l'autre problème qui se pose, la fraude. Vous voyez les industries.
dans tous les pays, il y a là où on appelle la zone industrielle. Les gens sont venus se cacher dans les maisons et ils font énormément de consommation de courant avec des compteurs fraudés et ils disent qu'ils font industrie. C'est la fraude. Maintenant, quand vous allez dans les grandes entreprises, je prends le port, ou même les gens des sociétés qui... je prends les frigorifiques, par exemple, où les gens utilisent le courant de la société et qui vendent très cher le branchement des frigos au port autonome de Lomé, aux clients. Mais ils ne paient pas l'électricité, ils ont des arriérés, de lourds arriérés vis-à-vis de la société. En dehors des fraudes, il y a les sociétés de manutention qui normalement ont des turbines pour faire fonctionner les grues et les portiques. Mais ils ne veulent pas dépenser, ils préfèrent frauder avec la société, avec bien sûr la complicité des agents. Et même beaucoup d'agents, je vous dis, dans leur domicile et autres, c'est la fraude. Malgré les avantages qu'on leur donne, ça aussi, ils ont été touchés par la revue des tranches et des prix. On a révisé. Mais malgré ça, il y en a qui fraudent et qui aident les gens à frauder. À qui la faute, cher Éric Gator? Et ça, je vous dis, avec cette augmentation, ceux qui ne payaient pas vont continuer de ne pas payer. Comment ça? Il semble qu'on leur a dit de payer maintenant. Là. Mais je dis qu'ils n'ont pas les moyens de contrôler tout ça. Mais vous allez dans les résidences du Bénin et autres. Mais vous allez dans les grandes villes. Il y avait un monsieur, mais Ferdinand Ité l'avait dit la dernière fois, qui avait fait un travail d'audit. Il est mort au moment où la mise en œuvre de l'audit a commencé. Il a fait le même travail à l'intérieur du pays. Je ne donne pas les noms de ces grandes villes-là. Ce n'est que la fraude des compteurs. Les gens ont passé les câbles ailleurs. Je vous dis, quand vous prenez sur le boulevard de la Cara, en face de l'immeuble l'immeuble Majorel, il y a une maison là-bas appartenant à un ancien ministre. Et c'est Satom qui lui a construit la maison. C'est cadeau. Vous savez, quand il était en disgrâce, on cherchait à couper le courant parce que les gens ne payaient pas. On n'a pas trouvé là où il faut couper le courant. Le courant a été drainé depuis, comment on l'appelle, Elgli Baptiste, souterrain pour amener dans sa maison. Ah oui? Je vous donne des exemples précis. Et ce que je dis là, ça ne date pas d'un an, 2 ans. Ouais, non, attendez. C'est-à-dire que dans notre pays, il y a des gens qui sont connectés au réseau de la société directement sur les canaux par sous-sol. Directement, je dis la société est venue, on ne sait pas où couper le courant. Je te dis quelque chose de très précis. Et nous tous, nous l'avions vécu à l'époque au quartier. Maintenant, il y a des gens qui sont subventionnés. Ils ont 2 maisons, 3 maisons, 10 maisons. Vous savez comment ça se passe? Quand vous voyez la facture là, première tranche, et c'est Isidore qui a première tranche, deuxième tranche. Parfois, eux, ils ne font pas première, ça saute, ça va deuxième, troisième tranche. Et on fait le total. Après la TVA, pour ceux qui ne sont pas exonérés, on fait le total, qui est de 1 million. Sur la même facture est générée en même temps une ligne, c'est-à-dire moins 1 million. Et le total net à payer, c'est 0 francs. Non. Nous, c'est comme ça que ça se présente. Les gens qu'on a mis sur les budgets, il en est de même pour l'eau. Il en est de même pour l'électricité. Moi-même, j'ai vu les factures. Alors, vous comprenez? D'accord, très bien. Oui, Francisco, on comprend complètement. Acha, quand on écoute tout ça, comment on règle ce problème? Quand il n'y a pas un audit clair et net qui situe l'opinion, qui nous montre que, bon, écoutez, on doit faire des efforts pour sortir de cette situation-là. Comment on règle ça? Est-ce que le fait qu'on doit payer plus maintenant, 12,5% de plus que ce qu'on payait, va aider le gouvernement, l'État à régler ce problème véritablement? Bon, Eric, vous savez, nous allons payer plus qu'on ne payait avant, ça c'est clair, parce que quoi qu'on dise, selon les conclusions,
par rapport à ce communiqué du gouvernement en lien avec l'augmentation des prix sur l'électricité. Il y a une augmentation et ça, tout le monde le sait. Donc, on aura déboursé plus. Mais moi, je pense que par rapport à cette décision, le gouvernement aurait pu, ça c'est mon avis, communiquer là-dessus depuis janvier. Parce que quand on parle de la gouvernance, c'est la prévision, ce que nous appelons la prospective. Parce qu'il y a depuis longtemps, la CET aurait dû constater qu'il y a des charges supplémentaires par rapport à la production de l'électricité ou bien par rapport à la commercialisation de l'électricité. Donc, il y aurait eu des décisions qui doivent être prises en amont. Et là, cette décision devait être communiquée à la population. Ça n'a pas été fait. Et nous avons assisté à une augmentation soudaine et brusque. Ça, d'abord, c'est un non-respect à nous, abonnés, à nous, clients de la société. Ça, vraiment, dans un pays où on parle de gouvernance moderne, cela ne devait pas se passer. Et maintenant, quand vous voyez un peu par rapport à cette augmentation, c'est vrai, il y a eu augmentation, mais Isidore le relevait. Il y a eu réduction du kilowatt sur les tranches. Il parlait de la tranche sociale. Il y a eu réduction de 10 kWh. Quand vous allez dans la première tranche aussi, idem. Donc ça voudrait dire que tout ce qui a été fait là, en dehors de l'augmentation, il y a eu aussi une autre manière de nous saigner davantage, de nous créer des soucis en matière de l'électricité. Et ça, c'est pas bien. Parce que moi, j'estime que depuis fort longtemps, il y a eu des efforts qui ont été déployés par les autorités togolaises. On parle de l'amélioration de la production locale. C'est pourquoi on nous a parlé des centrales photovoltaïques, on nous a parlé de beaucoup de projets en lien avec l'électricité, projets ciseaux, projets... il y en a plein dans le pays. Mais depuis là, vous voyez, pourquoi on est obligé maintenant d'aller vers la production, vers l'augmentation des prix sur l'électricité? C'est parce qu'à un moment donné, il faut avoir vraiment cette lucidité de comprendre que, apparemment, à la société, la gestion n'est pas aussi ce qu'elle doit être, les choses comparativement aux vœux et à tout. Alors, si des gens mal gérés et qui nous plongent dans cette situation, est-ce qu'il ne faut pas les sanctionner? Excusez-moi de le dire ainsi, mais est-ce qu'il ne faut pas identifier clairement tous ceux qui ont mal géré depuis le début? Mais on vous dira que c'est des crimes mineurs. Tu sais, il y a eu des détournements astronomiques dans ce pays, personne n'a été inquiété. Il y a eu des scandales financiers. Dans ce pays, personne n'a été inquiété. Donc, je ne vois pas pourquoi on va aller arrêter un pauvre comment appelle-t-on là, directeur ou bien adjoint dans une société d'électricité où peut-être lui là fait des contorsions là-bas. Il y a des milliards que les gens ont détournés. On ne les inquiète pas. C'est peut-être même, vous voyez ces gens-là promis, des postes encore plus juteux. C'est ça. C'est l'impunité qui entraîne tout ça là. Et quand on parle de l'impunité, c'est que le constat que nous faisons, c'est que du jour en jour, ça ne fait que prendre des galons. Et d'officier subalterne, l'impunité, la corruption est devenue maintenant officier supérieur, s'il faut le dire en termes militaires. Donc, ça, c'est des galons. Et les gens se plaisent Vous permettez? Oui, allez-y, je pense qu'on a pas dit. Allez-y. Pour situer l'opinion, selon mes analyses de la structure des prix au niveau de la facture, de la facturation, je vais vous donner quelques éléments. Allez-y. Sur la tranche sociale, il y a eu une augmentation de 8,3%. Avec une différence de 210 francs. Si vous comparez ça par rapport à la consommation de 40 kWh qui était prise dans la tranche sociale. La première tranche, il y a une différence de 4 360 francs par rapport aux anciennes dispositions. Si vous êtes dans la tranche de 200 kWh, vous allez payer 17 200 francs. Aujourd'hui, vous allez payer 21 560 francs. Une augmentation de 25,3%. Ne nous attendons pas seulement sur le prix du kilowattheure, puisqu'ils ont réduit en même temps les bases de calcul. Voilà.
ajouter à la discussion. Et oui, bien sûr, bien sûr. Mais finalement, et là, depuis une semaine, les répercussions sont terribles dans la population. Oui, on le voit, on le constate. La troisième tranche qui était facturée à 120 francs par kilowattheure est supprimée. Et si vous consommez au-delà de 120 kilowattheures, vous serez facturé à hauteur de 130 francs. Vous me suivez? Oui. Je passe sous le contrôle de Francisco. Allez-y. Ce sont mes analyses que j'ai eu à faire et il va falloir que nous puissions le dire à nos autorités que nous ne sommes pas des incultes. Nous ne sommes pas des incultes. Bien sûr. Oui, bien sûr. Et ça, ils savent. Ces gouvernements, ils savent que dans la cité, il y a des gens qui analysent, qui lisent et qui voient ce qu'ils sont en train de faire. Mais attendez, il semble qu'il y a des gens, Francisco a commencé par le dire, qui consomment et qui, eux, ne payent pas. Oh, non, c'est pas Francisco qui le dit. Non, faut pas donner ça à Francisco. C'est Amoussou Petro. Amoussou Petro, le DGA qui l'a dit. Oui, DGA. Oui, directeur adjoint. Oui. Autant de Djeteli. Et Djeteli aujourd'hui est conseiller en énergie de M. Fogna Singbe, en tant que d'ailleurs, qui est rendu ministre. Non, Djeteli, non, c'est Kakati. Ah oui, il ne vit plus. Kakati, je veux pas de Kakati. Excusez-moi. Non, Kakati, je veux pas de Kakati. Excusez-moi, je veux pas de Kakati. C'était autant de Djeteli que Amoussou Petro était son adjoint. Et c'était la première fois que tu peux prendre les rênes de la gestion de l'énergie quand tu candidates. Et depuis cette époque, bref, je ferme la parenthèse. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que là où je veux qu'on vienne encore un moment avant de passer à notre sujet, devant cette situation, ces ministres, DG, députés qui ne payent pas, est-ce qu'ils doivent payer désormais? Acha Ibrahim. C'est ce que... Non, mais à quel niveau, quelques secondes. D'accord. C'est ce que celui qu'on a commis pour redresser l'entreprise au temps de Djeteli, je nomme Jonas Daou. Donc j'étais proche. Mais c'est lui qui a demandé qu'on aille, mais écoutez, les gens consomment, ne payent pas. Pourquoi? Mais certains ont été mordus par des chiens. Des agents releveurs? Les agents releveurs ont été mordus par des chiens. Et d'autres, on leur dit, mais qui t'a envoyé? Et la pression que celui-là a eu, il a jeté les gants pour se retirer, que lui vienne du privé. On le qualifiait de Boy Scouts, qui est venu mettre du désordre. Et c'est pour ça qu'il est reparti lui aussi. Il est reparti. Non, il n'a pas mis du désordre. Il n'a pas mis du désordre. Peut-être qu'il a voulu faire l'audit. C'est ce que les galonnés, les gens qui ont, je sais de quoi je parle. Voilà. Mais c'est des gens qui ont demandé, mais qui t'a envoyé pour me tendre une facture d'électricité? Et on parle de ceux-là, hein. Il faut aller. On parle de cela. Il a voulu mettre de l'ordre alors. Oui, il a voulu mettre de l'ordre, mais on dit qu'il il est venu. Oui, voilà. Maintenant, au-delà. Attendez. Je vous donne la parole aussi à Acha Ibrahim, s'il vous plaît. On va aller. Allez-y, Acha Ibrahim. Il a voulu mettre de l'ordre, il a rencontré des résistances. Donc, parce que ceux qui fraudent le courant, ce n'est pas les menus fréquents là que nous voyons, c'est des gens qui sont bien placés. Donc, il y a mon confrère Francisco qui parlait d'un branchement à
chose là, d'un domicile là, non loin de Majorelle. Et il disait, bon, comment ça a été fait? Bon, en dehors de ça aussi, il y a aussi les poteaux électriques là qu'on place. Il y a, certains électriciens nous parlent même de la phase terre. Je ne sais pas si, en termes d'électricité, ce que ça signifie. Mais les gens font des branchements aussi là-bas. Ce qui voudrait dire que ça ne rentre pas dans le circuit direct du compteur qui est placé à la maison. Donc, vous voyez les gens brancher seulement l'électricité à peine. Quelques lumières sur ça, Maintenant, à la phase. Tout ça, ce sont des constats. Hein. Excusez-moi, ce sont des constats. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Là. Il faut forcément envoyer les techniciens là pour détecter les pannes et les branchements illicites, les branchements frauduleux. Il faut envoyer les techniciens parce que nous avons aussi de grands techniciens, de grands. En même temps, il ne faut pas oublier qu'il y en a parmi eux qui sont aussi complices. Hein. Non, c'est la CT qui doit aller avec la couverture de la CT. C'est la loi et c'est l'État qui les envoie là-bas. Ce n'est pas qu'ils vont pour un contrôle individuel comme ça. C'est l'État qui les envoie. Donc, on organise, comment l'appelle-t-on, un système de contrôle systématique de tous les branchements. Mais ils vont détecter ces branchements frauduleux-là. Parce que c'est des manques à gagner pour la société. C'est des manques à gagner pour l'État. Ce n'est pas nous qui allons payer ça. Les fraudeurs, on doit les interpeller. On doit les amener à payer ce qu'ils ont toujours eu à dépenser sur le dos de l'État. C'est ça. C'est des gens qui sont bien nantis, qui ont des moyens pour payer leur électricité. Mais je ne comprends pas pourquoi ils veulent passer par des moyens, disons, contournés pour consommer de l'argent, faire payer ça aux pauvres citoyens. Aujourd'hui, quand on parle de la tranche sociale, on a réduit les kilowatts, tout ça là. Les ménages où vraiment à faible revenu, on a réduit les kilowatts. On a réduit la consommation. On a réduit le nombre de kilowatts sur les tranches. Voilà la consommation. Oui, c'est ça la consommation. Vous dites la même chose. C'est le nombre de kilowatts. Si c'était à 40, 30 social, maintenant c'est à 30, non? C'est la réduction de nombre de kilowatts. Non. Je mets du lot à ton moulin. Oui, bien sûr, c'est pour ça que vous parlez de la même chose. Allez-y. Oui, nous parlons de la même chose, évidemment. Donc voilà ce qui se passe. Donc il faut organiser l'audit là. Et je ne sais même pas si ça va se faire parce que bon, il y a des secteurs où on a dénoncé beaucoup de choses. Il n'y a jamais eu d'amélioration. C'est comme bon, on s'en réjouit et bon, on dit bon, allez, ça peut aller, on continue. Voilà, certains ont ces privilèges là dans ce pays de foutre le bordel sans être inquiétés. D'accord, très bien. Francisco, pour boucler cette partie, votre micro, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On a beaucoup de sujets à faire, excusez-moi. Oui, vous savez, je dis à Isidore, j'ai lu peut-être un peu sur Peto ou bien qui, mais je ne l'ai pas lu totalement. Parce que ma connaissance de la CET, c'est pas d'aujourd'hui, c'est loin, très 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 lointain. Et vous savez, vous avez demandé quelle solution. Oui. Quand Isidore a parlé tout à l'heure, quand Djeteli est venu. Djeteli est venu remplacer quelqu'un. Oui. Qu'on appelle Kakati. Oui, l'actuel ministre. On l'appelle Viviti. Voilà. Après, il est revenu en force. Damipi a quitté la CET DG. Qui on a nommé? On a nommé Pédassou, qui était DGA, ancien DGA de la CET sur plusieurs années. Quand Pédassou est venu Pédassou a voulu arrêter toutes les dérives, toutes les factures qui venaient de gauche. On l'a renvoyé. Oui, on l'a renvoyé. Il était au Nigeria. Bon, ok, d'accord. Est-ce que vous voyez, Pédassou n'a fait que quelques semaines, peut-être 2 mois. On l'a sauté parce qu'il a voulu arrêter l'hémorragie. Ces dérives. Après, on a continué. Maintenant, Djeteli est venu. Il a commencé. Après, bon, je crois qu'on lui a dit que, attention, si tu veux rester un peu longtemps, il faut changer de fusil d'épaule. Donc, voilà où nous en sommes aujourd'hui. Donc, ceux qui doivent arranger, ou ceux-là qui doivent donner l'ordre, ou nommer ceux qui doivent arranger, ils sont dans la complaisance. Quand vous prenez tout ce monde-là, c'est des conseillers aujourd'hui à la présidence et autour du président de la République.
Et il continue. Donc, comment est-ce que vous voyez, quand vous prenez le directeur actuel de la société, moi, j'avais écrit une lettre pour demander le dégagement de l'emprise, c'est-à-dire de la ville de Bassa au moment où Souroubat faisait ses travaux. Parce que la société retardait le travail. J'ai eu le DG au téléphone. Il dit, mais DG, au lieu que ces travaux, vous confiez ça au privé. Mais vous avez des techniciens, en un week-end, vous donnez une prime de 50-100 000, ils vont dégager l'emprise des routes. Ça fait de l'argent à la société. Vous voyez, il y a des choses qu'ils ont externalisées, qui font qu'il y a les agents qui ne peuvent pas. Qui s'est fait? Mais je dis qu'ils ont dû même changer de société avant que le travail ne soit fait. J'ai suivi la chose. Mais quand tu parles avec un DG qui parle comme un molançon, bon, vous voyez, c'est comme si, bon, il n'a pas d'autorité là-bas, il reçoit les ordres de quelque part, il ne peut rien faire. Il faut des réformes, il faut vraiment des réformes courageuses, en nommant des gens avec des missions. Ne soyez pas intéressés quand vous nommez quelqu'un à un poste. Ça détruit le monde, ça détruit la société. Aujourd'hui, à la société, tout le monde sait que c'est du vol à échelon, c'est-à-dire que c'est du petit au grand. Et tout le monde fait ce qu'il veut à son poste. Donc, voilà. Donc, la réparation, sinon, arrêter l'hémorragie, ce n'est pas pour aujourd'hui. D'accord, très bien. Ben, écoutez, il faut quand même l'arrêter un jour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est devant le fait accompli. 12,5% on va le payer, c'est ça. Pas 12%. Je suis intervenu, ce n'est pas 12,5%. Je vous ai donné. C'est plus que ça. Tranche d'augmentation, oui. Oui, il y a la redevance puissance, redevance puissance, tout. Et il y a la TVA, tout qui va gréver. Non, permettez. Je ne suis pas allé là. Seulement, la tranche, on a réduit les tranches de consommation. Il faut les inclure dans l'évaluation. Quelqu'un qui consommait 40 kWh et payait 2520 francs. Bon, pour la consommation, pas au-delà des charges. Aujourd'hui, je retrouve à 2730 francs. Et quelqu'un qui était avec 200 kWh, dans cette tranche de 200 kWh, c'est que, bon, au maximum, sa consommation doit être évaluée à 17 200, qui se retrouve aujourd'hui à 21 560. C'est ça. Le réel. Il faut l'actualiser. Maintenant, au-delà des fraudes, il faut qu'on conscientise. Il faut qu'on conscientise l'administration. Où nos sœurs, les secrétaires là, viennent vendre leurs jus, leurs glaces, poissons et autres. Aller dans les casernes où les femmes allez-y. Des commandants et autres là vendent du glaçon au dos du contribuable. Ce sont des niches qu'il faut rapidement régler et permettre une optimisation de la sécurité. En dehors des milices qui ne payent pas. Il y a beaucoup de niches. Comment une secrétaire vient et quelqu'un vient prendre avec une glacière, va vendre du yaourt. Dans l'administration. Ça existe dans l'administration togolaise. Oh, je ne t'apprends rien. Attendez, il n'y a pas que. Je t'apprends rien. Vous voyez tous les logements publics. Vous voyez tous les logements publics dans les camps, dans les hôpitaux et partout. L'hôpital de Tokoin là. Allez voir ceux qui sont logés. Ah oui, allez voir ceux qui sont logés au directeur, tout. C'est des grands commerçants. C'est-à-dire les femmes et les bonnes sont des grands commerçants. Allez à l'hôpital de Bassa. Allez dans tout. C'est-à-dire dans les hôpitaux. Moi, c'est des choses que je vois.
Quand vous allez voir un seul officier, il a 3-4 congélateurs qui sont allumés en même temps. Mais le jour, maintenant au moins il y a la retraite qui vient. Le jour que la retraite vient et on le sort du camp, il ne peut même pas brancher un frigidaire dans sa maison. Vous comprenez? Donc, en fait, tout le monde, c'est comme on le dit, c'est la vache à lait. Le Togo est devenu une vache à lait et tout le monde suit. C'est comme ça que les gens font. Non, ceux qui sont aux affaires. Oui, bien sûr, quand même. Oui, bien sûr, on est d'accord là-dessus, Isidore. Je donne la parole à Acha Ibrahim et puis on passe à un autre sujet, s'il vous plaît. Allez-y, Acha Ibrahim. Oui, on parlait des mesures là. Ah, bon, en dehors du recouvrement, je pense qu'il faut améliorer la production locale d'électricité, surtout avec les centrales photovoltaïques. Là, il faut les multiplier, voir éventuellement comment on peut rentabiliser. Et en dehors de ça aussi, il faut aller vers des mesures sociales. Quand je parle de mesures sociales, c'est qu'il faut aller aussi vers des mécanismes de taxes, des équipements de production d'énergie solaire. Là. Je veux parler des régulateurs, des transformateurs, les panneaux solaires et tout ça là. Parce que les gens peuvent aussi commencer par penser à cela, avoir leurs propres équipements de production dans leur maison, pas d'électricité. Mais pourquoi ne pas permettre à d'autres structures de l'énergie de s'installer au Togo, par exemple, aussi? Et que les citoyens auront le choix. Avec les téléphonie mobiles, vous avez vu ce que ça a été comme débat dans le pays. Donc, Eric, voilà. un rectificatif très rapide. Cette histoire de photovoltaïque là, je viens de voir, il y a 17 milliards, 26,5 millions d'euros plus de 17 milliards qui vont être affectés à une centrale photovoltaïque à Sokodé. Ouais. Est-ce que la centrale de Brita est aussi efficiente? Quand je parle d'efficience, l'efficacité, c'est que ça fonctionne. Efficient, nous avons pris beaucoup d'argent pour le faire. Est-ce que ça donne le fruit que nous escomptons? Non. Brita n'est pas une localité où il y a beaucoup de services, ou beaucoup d'industries, cette centrale aurait été utile si c'était par exemple au niveau de Kara. Parce qu'à Kara, dans la journée, les gens sont là, à Brita, tout le monde va au champ. Donc tout ce qui est produit, tout ce qui est produit est injecté à Brita dans le circuit. Écoutez-moi, ça ne sert pas à grande chose. Maintenant, ça seulement à Brita, ils peuvent améliorer et aller vers Sokodé, pourquoi pas. D'accord, je m'arrête là par rapport à ma connaissance sur le photovoltaïque. D'accord, très bien. Oui, Isidore. De photo, il faut des accumulateurs d'énergie. C'est ça le nœud. C'est-à-dire que quand on produit de l'énergie, il va falloir les accumuler pour pouvoir les utiliser. C'est comme ça. Le photovoltaïque, fonctionne comme ça. Mais pour la nuit, ce n'est pas parce qu'il y a de l'éclair et vous aurez l'électricité et qu'il n'y a pas d'éclair, vous ne pas. Non, ça fonctionne sur la base d'accumulateurs et non de générateurs. C'est accumulateur qui va restituer l'énergie. On stocke ça et après par les prises. Par les prismes. Oui, mais c'est pourquoi il y a des batteries entre griffes, comme on le dit souvent, des générateurs. Oui, je dis, c'est pourquoi il y a cela, pour la consommation. Non, est-ce que tu es sûr de ce que tu dis? Mais comment je suis pas sûr? Au niveau des installations, mais il y a des on fait seulement la restitution. On fait la restitution. Selon mes informations que j'ai eues, il n'y a pas d'accumulateur d'énergie pour restituer. Très bien, monsieur. Et merci beaucoup. C'est très grave. Oui, bien sûr. On pourra revenir sur le sujet une autre fois. Merci pour ce sujet-là. Il
Il est 12 heures, enfin, qu'est-ce que je raconte? Il est 11 heures, 51 minutes à Agbalé-Pédogan. Ça nous amène à parler du gouvernement de Faure-Gnassingbé à former. Ça fait quand même 18 jours aujourd'hui qu'il est président du Conseil. On est d'accord, président du Conseil, non président du Conseil des ministres, ni président du Conseil de la République. 18 jours aujourd'hui sans gouvernement. Qu'est-ce que ça vous dit, Acha Ibrahim? Non, ça voudrait dire que, d'abord, le gouvernement sortant de Mme Tomega Dogbe a rendu sa démission. Et ça voudrait dire que ce sont les affaires courantes. Et quand on parle d'expédition d'affaires courantes, c'est qu'il y a une lenteur dans le déploiement administratif. Ce qui veut dire, en termes clairs et simples, qu'il y a vraiment ce que nous appelons les choses ne marchent pas, les choses ne bougent pas comme elles devaient être, quoi. Donc, il y a une certaine, disons, lenteur dans tout ce que nous avons comme activité. Donc, parce que quand on parle du gouvernement, c'est le gouvernement qui imprime la marque à la bonne marque du pays. Donc, tout ce qu'il y a comme décision à prendre, les ministres qui expédient les affaires courantes ne peuvent plus prendre des initiatives. Donc, grosso modo, le gouvernement est presque inexistant. Et dans ces conditions, c'est que les défis à relever au niveau du pays, voilà, ça va tarder. Et on est là, on attend. Alors qu'en réalité, vous savez, quand on parlait du président du Conseil, tout le monde savait à qui cette institution, bien à qui ce poste-là allait revenir. Donc, sous d'autres choses, ce que moi je vois la pratique, c'est que quand vous savez déjà que vous avez une telle responsabilité à prendre à une date X, tout ce qu'il y a à faire, vous préparez votre cabinet, vous mettez en condition de travailler, être prêt au jour J, voilà, vous déroulez votre activité, vous déroulez en même temps votre programme. Mais depuis la prestation du serment du président du Conseil, le gouvernement tarde et c'est comme si en amont, on n'avait pas pris des dispositions. Je ne suis pas sûr qu'on n'ait pas pris des dispositions parce que, bon, j'ai dit, ça donne l'impression, voilà. Et dans ces conditions, c'est que ça bouleverse un peu le crédit de confiance que les populations ont en cette institution en matière de réactivité par rapport aux problèmes que nous traversons tous les jours. Ah oui, et ce matin, le confrère La Manchette l'a écrit, hein, reconduire Bawara, Trimois, Adjorovi, Bebeni, Sina, Yark, etc. est si compliqué. Francisco, à quand ce premier gouvernement de la 5e République finalement? Vous avez une idée là-dessus? Je pense que c'est les habitudes de la maison qui continuent. Et vous savez, tout se fait en violation des tests. Parce que présentement, nous avons le président de la République, président du Conseil, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale. Et en plus, il y a un premier ministre. Qu'on le veuille ou pas, elle a démissionné, mais elle continue les affaires courantes. Alors que le ministre bis n'est pas dans la Constitution. Bon, maintenant, moi, quand je vois tout ça, c'est que, vous savez, depuis 20 ans, vous sentez que c'est les meilleurs que le chef de l'État injecte. Jusqu'à chaque fois, il prend le temps pour trouver... Bon, la toute dernière, c'est gouverner autrement. Donc, nous sommes arrivés à une phase où, apparemment, ou visiblement, on n'a plus confiance, on ne sait plus qui nommer à tel ou tel poste. Donc, on est en train de chercher. Comme les gens sont finis, donc on est en train de chercher. Comment les gens sont finis? Comment les gens sont finis? Nous sommes dans une république. Je crois que c'est le sentiment que vous avez. Le confrère Afrique Presse, quand je disais que il y a un mouvement. C'était le nom, c'est la signification du nom. Et le confrère Afrique Presse disait, en m'évoquant, donc il n'y a pas de gens. La preuve, la dernière fois, qu'est-ce qui s'est passé? On a passé un communiqué en demandant aux ministres sortants, aux anciens députés et autres, d'aller déposer candidature pour les municipales. Ce qui suppose qu'il n'y a pas un sang nouveau. Et que ce qui aussi peut-être traduit le fait que on aura peut-être le gouvernement que
lorsque la liste des candidats aux élections municipales seront fixées. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, c'est un problème sérieux. Que nous n'aurons pas de gouvernement avant les élections prochaines du 10 juillet. Peut-être c'est lorsque la liste sera totalement scellée, d'accord, que le parti arrêtera sa liste, que le gouvernement va sortir. Là, on sait ce qui seront futurs maires et autres, avant de sortir le gouvernement. Et on est avec des gens qui traînent avec les affaires courantes. Actuellement, les gens ont peut-être enlevé les disques durs dans les machines, tout le monde attend. Est-ce que mon ministre sera reconduit? Si mon ministre est reconduit, je suis là. Si je ne suis pas là, je partirai avec les disques durs, avec les dossiers stratégiques. Donc celui qui viendra, il va recommencer à zéro. Et c'est le moment de détournement et autres. Mais c'est grave parce que nous le faisons, ça fait déjà 20 ans et que nous traînons avec cette histoire qu'à chaque fois d'organiser un gouvernement, il faut attendre un mois et plus. Et on s'achemine encore vers là. Donc, Achal a dit, il y aura un manque de confiance. Peut-être le chef de l'État a vu la déception. Le président de la République, bon, je ne sais pas, le président du Conseil. Le président du Conseil, oui, bien sûr. Voilà. Donc, peut-être il a vu le danger que jusqu'ici, parce que quand nous prenons le dossier dans la presse, tous les dossiers que nous touchons pratiquement, et vous sentez, c'est comme si c'est un mot d'ordre qui est donné, vidant les caisses, et puis peut-être que lui-même il est sublimé par les gens en qui il a confiance, la probité des gens, et bon, il ne se retrouve pas. Bon, peut-être qu'on va nous ramener encore une vague de l'étranger, venu d'Amérique, de Canada, d'Allemagne. Pour être membre du gouvernement, c'est pas de Togo les Canada. Pour tenter autre chose. Pour tenter autre chose. D'accord, très bien. Bon, Isidore, par rapport à ce gouvernement qu'on n'a toujours pas, 18 jours après. Je suis déçu et stomaqué du fait que l'ICB n'avait pas de fonds ce qui comptait pour nous imposer cette 5e République. Je suis direct et franc. À sa place, je devais avoir des gens qui devaient m'accompagner pour imposer aux Togolais cette 5e République. Il a encore échoué. La mise en place, à part de charge de cette République, n'a pas été fignolée. Il y a des grains de sable dans la machine. Il ne revient qu'à Faure Gnassingbé de prendre ses responsabilités. Avec tous les honneurs et la décence qu'on a vers lui, je suis déçu. Je suis déçu. Je crois qu'il avait déjà, en tant que président de la République, à qui le Premier ministre devait envoyer la liste des proposés qu'il valide. Tel n'est plus dans la constitution de la soi-disant 5e République. Il a tout à ça. Mais il nomme qui veut me dire que ça fait plus de 2 semaines. Faure Gnassingbé n'a pas trouvé des gens de confiance pour nous imposer cette 5e République. Là, vous êtes déçu. Je suis abasourdi. Très bien. Il est 12 heures sur la radio. On reviendra sur le sujet, rassurez-vous, Isidore. Il est 12 heures sur la radio. On a un impératif publicitaire. On marque une pause. On revient juste après. Car de tout cœur, nous tenons à vous informer. Taxi FM. Vous êtes au Togo? Identifiez-vous pour une société inclusive où tout le monde compte. Taxi FM. Il est 12 heures. Sur ta radio. Tout de suite, la pub.
Bonjour Tata, comment allez-vous? Bonjour Irène. Chez moi ça ne va pas, hein. Mon argent du marché se mélange avec mon propre argent là. Du coup, je finis souvent par tout dépenser dans les fonds de la maison. Là où je suis assise comme ça là, là. Mais Tata, pourquoi ne déposes-tu pas les recettes de ton activité sur un compte EcoBank? Il te suffirait juste de télécharger l'application EcoBank mobile ou même de faire étoile 326 #. Tu es la troisième personne à me le dire. Mais tu sais, vos histoires de compte là, je ne maîtrise pas, hein. Mais Tata, avec EcoBank, tu peux te créer un compte sans te rendre en agence et même sans aucune formalité. Ça peut se faire juste avec un téléphone qu'on appelle 1+1 là. Ah bon, Irène? Mais oui, Tata. En plus, ce compte te permettra d'envoyer de l'argent à tes fournisseurs et d'en recevoir de manière instantanée sans avoir à te déplacer. Je dis, tu dis que c'est un compte que j'ouvre comment même? C'est très simple, Tata. Je t'explique. Grâce à EcoBank, ouvrez un compte bancaire avec votre téléphone en faisant étoile 326 ou téléchargez l'application EcoBank mobile sur Play Store ou App Store. Activez le compte en y faisant un versement et profitez des fonctionnalités d'un compte ordinaire. Offre soumise à condition. Pour toute information, contactez le +228 22 53 76 50 ou écrivez à l'adresse assist@ecobank.com. Je chante radio, 3e édition, encore des vacances sur la radio géniale au rythme des jeunes talents de Logone. Je chante radio. C'est peut-être toi qui succédera à Bernada et Ilala Soumani. Atelier, chant, une finale en live, des prix et lots à gagner. Je chante radio 2025. Inscription au secrétariat de Radio Taxi FM à Agbalek-Pédo, non loin de la HAC. Info +228 90 21 78 28. Je chante radio. Dévoile ton talent uniquement sur la radio géniale 93.1 FM. Vous ne disposez pas de pièce d'identité officielle? Vous ne pouvez pas accéder aux services financiers tels qu'ouvrir un compte en banque et obtenir un crédit pour booster vos activités commerciales. Vous ne pouvez pas acheter une carte SIM parce que ne disposant pas de pièce d'identité. Vous ne pouvez pas avoir une assurance maladie parce que vous n'avez pas de papier d'identité officiel. Votre enfant ne peut pas accéder aux examens ou aux concours parce que ne disposant pas de preuve d'identité. Vous êtes agriculteur et vous n'avez pas accès aux subventions agricoles parce que vous n'avez pas de justificatif d'identité. Vous ne bénéficiez pas des aides de l'État parce que vous n'avez pas de papier d'identité. Tout ceci est désormais possible pour toutes les personnes vivant au Togo avec la carte EID. Ne perdez plus de temps. Rendez-vous dès maintenant dans le centre le plus proche pour vous enregistrer et recevoir votre numéro d'identification unique gratuitement. Il est sécurisé et fiable. Pour plus d'informations, contactez le numéro court payant 82 85 ou retrouvez-nous sur notre site anit.gouv.tg et nos différentes pages de réseaux sociaux. Votre voix compte. L'EID, une identité pour tous. Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM. Taxi FM, la seule radio d'information continue. Merci pour votre fidélité à la radio Taxi FM Lomé avec mes confrères Isidore Sassou à couleur du journal Actu Express, Acha Ibrahim Tanouveau et Francisco Napokura de Tampa Express. Nous parlions du gouvernement avant la pause et c'est Isidore qui avait la parole. Isidore, vous exprimez toute votre déception que plus de 2 semaines après, Faure Gnassingbé ne soit pas encore capable de nous sortir un gouvernement de son chapeau. Non, mais écoutez, ce n'est pas normal. Faure Gnassingbé ne peut pas dire qu'à 20 ans de gestion de ce pays, il n'a pas une équipe type qui va l'accompagner. Alors là, ben, c'est une navigation à vue. C'est une navigation à vue. Je suis obligé de me ranger et dire que il n'a pas de vision pour ce pays. Je ne l'insulte pas. Oui, ben, pour un simple gouvernement, vous n'allez pas jusqu'à parler de ça, comme ça. Et Eric, dis-moi, si j'étais à sa place, même toi, je sais que c'est moi qui vais
de Premier ministre ou de la primature. Aujourd'hui, telle n'est plus la dénomination. Je comprends. Mais c'est lui le chef, ta mission ou sa fonction, il est le chef du gouvernement. C'est à lui de former le gouvernement sans demander l'avis de quiconque. Mais qu'est-ce qui l'empêche de le faire? Et tout Togolais, même nos sœurs qui sont dans les marchés, qui vendent les tomates et d'Ouévi et autres là, Waché, vont se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que Ford Nassibé, au lendemain de son investiture, ne nous donne pas son cabinet? On l'appelait cabinet. Oui. Son cabinet. Ceux qui vont l'accompagner dans sa mission de nous imposer la 5e République, c'est là où je suis ahuri et déçu. Très bien. Là, pour l'instant, on n'a pas de gouvernement en réalité pour cette 5e République, même s'il y a une équipe qui assure les affaires courantes. Acha Ibrahim l'a dit, on sait jusqu'à quel degré ces messieurs et dames sont limités dans des prises de décision. Mais finalement, on est d'accord sur la dénomination du chef du gouvernement. Hein. C'est le président du Conseil, hein, Francisco. Non, pour ça là, c'est politique. Et on parle de chancelier, sous-dossier et autres. Si on a pris cette dénomination, le minimum, c'est de faire comprendre aux gens que c'est lui le Premier ministre, c'est lui le chef de gouvernement, et c'est lui qui conduit l'action. J'avais publié la fois dernière. Oui, ça c'est la Constitution. C'est lui qui conduit l'action du gouvernement. Il a tout. Il a tout. Et je parlais d'escroquerie politique. Il veut se cacher pour bénéficier de mêmes prérogatives. Alors qu'il prenne ses responsabilités. Francisco maintenant. Oui. Après Acha. Oui. Allez, Francisco. Eric, vous savez, au Togo, si vraiment on a l'ambition pour ce pays, il faut lutter extrêmement contre la corruption. C'est la première gangrène à la malgouvernance au Togo. Donc, si le chef de l'État togolais veut être visionnaire, il doit intégrer la lutte implacable contre la corruption. Non, attendez, le chef de l'État ou le président du Conseil? Parce que le chef de l'État, c'est Savi de Tobé. Hein. Bon, vous savez, moi, pour l'instant, je me mélange. Non, il faut qu'on s'approprie. Il faut qu'on s'approprie des thèmes. Oui, nouvelle école. Et je saisis l'occasion. Non, attendez, Isidore, attendez, vous n'avez pas la parole. Allez-y, Francisco. Ça va arriver. Et je saisis l'occasion pour demander au ministère de l'Enseignement d'éviter de poser des questions sur la Constitution à nos élèves aux prochains examens. Parce que eux-mêmes, en tant que gouvernants, n'ont pas encore tout compris. Parce qu'on voit les communiqués officiels du gouvernement qui portent président du Conseil de la République togolaise et des choses. Donc, ne mélangez pas les enfants, parce que c'est déjà un débat au sein de la population. Les gens ne maîtrisent rien. Même ceux qui ont créé n'ont pas encore fini d'ajuster les choses. Donc, vous savez, ces moments-là, je vais vous dire, actuellement, par exemple, il y a un problème au ministère de la Communication, de la Culture chez nous. Le 26 avril passé, ils ont fait venir des gens de l'extérieur. Pourquoi les trucs folkloriques? Cher irrigateur, le ministère dit avoir donné 500 000. C'est écrit, hein, que le chef de l'État a donné 1 million. Nous avons tout calcul fait, sans compter ce que le chef de l'État a donné. On a vu que l'argent rassemblé était à 55 millions. Mais pour 6 groupes, les gens sont partis jusqu'à ce jour, ils n'ont pas touché les 1 500 000.
c'est-à-dire que 1 million et 500 000 du ministère et les 1 million que le chef de l'État aurait donné. Et ça, c'est un nouveau dossier, ça. C'est écrit dans Top. Maintenant, quand nous sommes en train de couler avec les affaires courantes, si demain, il y a un nouveau gouvernement, mais la cagnotte là ne sera pas transférée au nouveau gouvernement. L'ancien ministre part avec. C'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que ces temps latents de formation du gouvernement sont des moments où les gens sont en train de détourner le budget, faire des commandes, ils vont acheter les rames de papier pour remplir les couloirs, ils vont faire des dépenses, des trucs sans tête ni queue pour pouvoir avoir leur part. Et c'est le pays qui régresse. D'accord, très bien. C'est comme ça, en train de dire vivement que le chef d'État prenne la mesure de la chose pour que les jours à venir, disons qu'il nous passe les noms là. Bon, ou bien, Eric, on peut aussi, vous pouvez rapidement organiser une émission, on va passer de peigne fort, diagnostiquer les ministres un à un, le point fort, le point faible. C'est ce qu'on fera à partir de la semaine prochaine si jamais le gouvernement n'est pas sorti. On pourra commencer par faire les bilans de ces ministres, surtout de ceux-là qui ont fait 18 ans, 17 ans, 16 ans déjà au gouvernement. Non, si c'est opportun de les reconduire. Je vous donne la parole là. Parce qu'il faut qu'on aide le président du conseil à avoir les vrais dossiers, parce qu'il y a les enquêtes de moralité, mais on se demande si ça se réalise vraiment pour avoir vraiment... D'accord. Je veux plutôt donner la parole à Acha, qui n'a pas encore parlé véritablement. Acha, oui, allez-y sur cette question du gouvernement et puis du nom, des dénominations dans lesquelles on se perd finalement. Non, on ne se perd pas. Vous savez, dans la première mouture de la constitution, de la nouvelle constitution, c'était du président du conseil des ministres. Bon, la mouture finale qui a été promulguée, c'est le président du conseil. Bon, maintenant, président du conseil de la République togolaise, président du conseil du Togo, bon, l'essentiel est que c'est le président du conseil. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir et tout le monde doit commencer déjà par s'habituer à cela. Puisque vous savez que jusqu'alors, nous disons le chef de l'État, le président de la République, alors qu'en réalité, le nouveau président de la République, il est de Bovier. Alors, ce nouveau président, visiblement, comme oui, Tassam nous a chanté, là, il n'a pas encore de trône. Comme n'a pas la ainsi. Non, la Constitution a précisé cette prérogative. Sa mission, on parle de garant de l'unité nationale. Donc, mais ce que je constate, c'est que jusque-là, il n'a pas encore de palais. Or, c'est un président de la République. Même qu'il soit honorifique ou qu'il soit un président qui vient seulement comme en Joliver à notre 5e République. C'est un président de la République. Il a droit à un palais, à tout le protocole qui l'accompagne. Donc, il ne doit pas résider dans sa maison là. Il doit avoir un palais où il travaille. Il doit avoir un cabinet bien organisé, le protocole et tout ça là. Et pourquoi pas? Et il a droit aussi au tapis rouge lorsqu'il y a des événements et qu'il arrive. Donc voilà, on doit vraiment l'accueillir avec tous les honneurs dus à son rang. Je pense que c'est très important. Je suis désolé. Il est président de la République. Isidore, attendez quand tu as fini, s'il vous plaît. Nous revenons par rapport à la formation du gouvernement. Je le disais tantôt, ça traîne. Donc, il va falloir qu'on aille vite. Parce que moi, je le dis toujours, nous avons des défis énormes à relever dans ce pays. Et le Togo doit vraiment aller vite en matière d'initiative, en matière de projet, en matière de chantier. On doit toujours travailler au jour le jour, on ne doit pas perdre du temps. Vous savez, on ne doit pas retarder aussi beaucoup de choses. Actuellement, j'ai l'habitude de vous dire que nous avons un rendez-vous avec le développement à l'horizon 2030. C'est par rapport à tout ce que les États africains, surtout de l'Afrique de l'Ouest, ont eu à décliner comme, en tout cas, une échéance vers laquelle tout le monde va voir à quel niveau sommes-nous en matière de développement, en matière d'industrialisation, en matière économique. Donc, si nous sommes en 2025, dans 5 ans, on ne voit pas clairement
les bases, les socles pour pouvoir nous amener sur l'orbite du développement, c'est que je me dis que nous sommes en retard. Parce que quand on parle du développement, quand on parle de développement économique, du progrès, c'est des choses vraiment qu'il faut faire en amont. On ne se lève pas et on décrète des choses. Aujourd'hui, quand nous prenons notre économie, est-ce que nous sommes à 2 chiffres? Ce n'est pas encore ça. Quand nous prenons un peu en matière de développement, est-ce que dans tous les villages là, au moins environnants de Lomé, là, l'eau coule à flot en matière de l'eau potable? Ce n'est pas encore ça. Les gens continuent toujours par souffrir d'eau. Les branchements anarchiques, allez un peu dans les, comment l'appelle-t-on là, dans les quartiers de Agoué, Alenka, Agoué, Siripi, Bernard Copé, tout ça là, mais les toits d'araignée, c'est plein là-bas. C'est plein. C'est en pleine ville. Vous voyez, quand vous allez vers Diagbel, un peu partout, il y a des branchements comme ça anarchiques. Les toits d'araignée, il y a partout, oui, bien sûr. Voilà, à Katouana, là. Donc, il faut vraiment revoir tout ça, là. Moi, je pense que nous avons beaucoup de défis à relever. Donc, il faut aller vite. Le gouvernement doit être mis en place. Les ministres doivent aller sur le terrain. Les ministres qui seront cooptés, puisque moi, je parle de cooptation, c'est pas par rapport à leur mérite ou bien par rapport à leurs compétences et tout ça. Ils seront cooptés pour... il y a un confrère qui parle souvent de militants maîtres, c'est-à-dire que les ministres sont aux militants maîtres. Donc, ils doivent véritablement, comme on dit, mouiller le maillot pour la nation togolaise. Parce que quand vous prenez un peu tous ces professeurs d'université qui nous ont fait la pédagogie sur la 5e République, ils nous ont dit que le pouvoir sera désormais, le peuple sera désormais au cœur du pouvoir. Nous sommes. Il faut qu'on trouve aussi notre, comment l'appelle-t-on là, notre part. Donc si nous sommes, nous devons avoir aussi des ministres qui doivent être toujours avec nous, vivre nos réalités et en même temps prendre des dispositions lorsque des problèmes se posent dans certains milieux, bien dans certaines régions. Vous comprenez? Donc moi je pense qu'il faut aller vite et nous demandons de la part du président du Conseil de mettre vite en place son gouvernement et voilà, on verra comment on peut aussi aller dans le sens de la création de richesses, de l'amélioration des conditions de vie des populations. Parce que sous d'autres cieux, les informations que nous avons, nous journalistes, vous savez, quand nous faisons, nous donnons l'exemple de certains pays, c'est l'effet de comparaison qui nous amène à voir à quel niveau nous sommes. Et s'il y a lieu de dire que vraiment nous sommes en retard et on doit prendre les dispositions pour aller vite, pour pouvoir améliorer nos performances. Donc c'est pour cela que nous faisons appel souvent, nous faisons des comparaisons avec d'autres pays. Vous savez, nous parlons et cette comparaison, très souvent, ou depuis un temps, on parle du Bénin. Je pense que le ministre Robert Dossé aussi a commencé par faire des comparaisons en citant régulièrement le Bénin. Lui, il voyage beaucoup et peut-être il a fait des escales à Cotonou, il a vu que mais vraiment les choses évoluent là-bas. C'est pourquoi il a reconnu que vraiment il y a des choses très intéressantes qui se font au Bénin. Donc si on peut aussi copier, vous savez, il n'y a rien de mal à copier son voisin. Il faut copier, non pas avoir le complexe de dire que non, moi, ce qu'il a fait là-bas, moi je ne fais pas ça, non. Il faut le faire. Comme on dit souvent, le meilleur artisan, c'est celui qui fait, c'est celui qui sait regarder un peu l'autre. Très bien, monsieur. Merci beaucoup. Je voulais qu'on place un mot sur cette affaire qui s'est passée il y a quelques jours à Djarbanga, très rapidement avant de rendre l'antenne. Qui a promis de donner la parole. Bon, mais vous avez suffisamment parlé. Mais allez-y. Placez un mot rapidement. Le mot, c'est, je vais faire ça. C'est le Jackie parle ainsi. Un chef qui n'a plus qu'un rocher. Et pour royaume, un tronc dans le maquis. Combien de temps restera-t-il caché? Alors, il faut que Alain Mouaka vous brûle sur sa liste de chante radio comme candidat numéro 1. Non. Je suis loin de là. En fait, ce qui se passe au groupe, c'est des simagrées. Et on a le courage de le dire. Et c'est Ford Nassibé seul qui peut relever ce défi. Et on va l'accompagner. S'il veut bien le faire, on va l'accompagner. Mais nous sommes tous des Togolais. Nous avons l'héritage en partage, c'est le Togo que nous avons en commun.
mais on le trompe. On le trompe. Moi, je dis les choses telles qu'elles sont. D'accord, très bien. C'est ça. Et très bien. Ce qui passe aujourd'hui là, avec cette 5e République qu'on nous impose, on l'a condamné, mais nous y sommes. Comment faire pour que on peut combattre les brèches? C'est tout. Exactement. Messieurs, merci beaucoup. Juste un mot sur le drame qui s'est passé il y a encore quelques jours à Djarkanga. Il y a 2 agents de la police nationale qui sont accusés de meurtre sur une revendeuse de boissons locales à Djarkanga. Et c'est dans le centre du pays. Et ces 2 ont été arrêtés, placés à garde à vue. Des informations sont sorties d'abord par la Direction générale de la police nationale qui, dans un communiqué rendu public, si je me rappelle bien, le 13 mai dernier, évoque le cas d'une dame d'une 50aine d'années qui a été donc retrouvée morte dans sa boutique dans le village de Nyesimde, un village situé donc à Djarkanga, chef-lieu de la préfecture de Mou. Des premières informations que nous avons eues, on apprend que la victime, cette pauvre dame, a été donc attaquée par 2 hommes à l'aide d'un pilon. Le coup porté donc à la nuque a été fatal et ces premières informations évoquent que les agresseurs ont été donc surpris sur les lieux par un jeune homme du village venu acheter une cigarette. Et tentant de masquer leurs faits, les 2 hommes lui auraient affirmé que la dame était absente avant de s'éclipser précipitamment. On comprendra plus tard que ces gens-là, ces 2 agents étaient donc à la recherche d'argent en vue d'une fuite ou d'une désertion. Alors, ce sujet, ça pose quand même beaucoup de questions quand même. Francisco Napokura, est-ce que ça pose des problématiques même au sein donc des forces de l'ordre, la police et la gendarmerie? Oui, pourquoi des jeunes veulent quitter? Cher Eric Gador, ce n'est pas la première fois que ce genre de choses arrivent. On a dénombré beaucoup et on en arrête souvent des éléments des FDS qui sont dans les histoires de braquage de motos et autres. Et, oui, que ce soit Lomé sur le territoire, même dans la zone des savanes. Ça fait partie d'un problème qui existe entre les populations et les corps habillés. Donc, le problème des forces de sécurité, nous l'avons toujours dit. J'ai beaucoup mené ce débat, même Tampa Express a consacré un article, un dossier, pratiquement le jour sur les pupilles de la République. Mais, attendez, le soldat, il est mal payé. Qu'est-ce que vous voulez? Avant, c'était les missions au Mali, au Tchad. Mais attendez, il n'est pas le seul à être mal payé, quand même, le soldat. Excusez-moi. Oui. Ce que je suis en train de vous dire. Nous sommes beaucoup à tirer le diable par la queue dans le pays. Oui. Est-ce que vous échangez avec les soldats? La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'ils sont au moins payés à la fin de chaque mois. Et cette situation de harcèlement est dont, je peux dire l'apothéose, parce que c'est un crime très crapuleux, dont l'apothéose à Djarkanga. Mais on le dit tous les jours. Quand les policiers coupent la route, les FDS sont sur la route. À chaque fois, c'est de collecter l'argent chez les taximans, chez les civils, chez tout le monde. Comment est-ce qu'un fonctionnaire qui est payé à la fin du mois, chaque fin du mois, sans arriéré, pense que c'est une pauvre dame du village qui est plus riche qu'elle? On a voté le statut particulier de la police. Est-ce que c'est mis en œuvre jusqu'alors? Vous voyez, les policiers gardiens de préfecture, je crois, est-ce que c'est mis en œuvre? Bon, il y a des problèmes qu'il faut régler. Bien sûr, rien ne justifie l'acte que ces 2 policiers ont posé. Et c'est inadmissible de prendre
quelqu'un comme c'est lui qui est mieux que vous. Alors que peut-être la personne souffre. La dame là, s'il faut voir comment elle souffre, elle va au Ghana, aller acheter des choses, traverser la frontière avec toutes les tracasseries que nous, toutes les tracasseries que nous connaissons. Et voilà, on la bat froidement et puis de la manière la plus sauvage possible. Prendre les choses et un pilon, oui, pour fracasser quelqu'un, ça c'est des criminels. Moi je dis on doit rétablir la peine de mort dans ce pays. Bon, ça c'est nos débats, on pourra revenir là-dessus, mais attendez, c'est-à-dire que il se passe quoi finalement que des gens soient capables de commettre ce genre de crime? Et quand on nous apprend que ça vient de la police, il y a quand même des questions à poser quand même, non, Acha Ibrahim? Sérieusement, il y a des questions à se poser parce que la police, vous savez, quand vous êtes inquiété, vous vous dirigez vers la police. Quand vous voyez un agent des forces de l'ordre à côté, qu'il y a la peur entre-temps qui vous envahit, vous êtes rassuré. Parce que c'est un fait divers. Bon, peut-être des brebis galeuses. Voilà. Ah, bon, brebis galeuses, non. Je dirais tout simplement que c'est le processus de recrutement qui peut être affecté à un niveau. Il faut revoir le processus on recrute dans l'armée au Togo finalement? Qui sont-ils? Voilà, donc il faut revoir l'équipe qui se charge de ces recrutements-là. Lorsqu'on finit, c'est vrai, généralement il y a des tests écrits, mais quand on finit, on sélectionne les gens qui doivent aller en formation. Je pense que il y a des postes de police, de gendarmerie un peu partout dans toutes les localités. Il faut faire une petite enquête de moralité. Et lorsqu'on arrive aussi au niveau du centre d'encadrement, mais il faut les faire passer devant un psychologue qui peut tout de suite aussi détecter des failles. S'il y a des troubles comportementaux dans l'évolution de certaines personnes, on peut les détecter à temps. Bon, au-delà de tout maintenant, c'est que au niveau des postes aussi, lorsque ces agents-là sont affectés, le chef de poste doit aussi avoir un regard sur ces éléments, la maîtrise de ces éléments, savoir comment les éléments se portent, s'il y a des problèmes à leur niveau, au niveau des foyers aussi. Il faut aller au-delà, c'est ça aussi, ce qu'on appelle l'unité de corps. Savoir ce que vit l'autre, ce que l'autre a comme problème et voir éventuellement ce qu'il y a lieu de faire. S'il y a des troubles au niveau de leur comportement, le chef de poste doit commencer déjà par détecter tout ça là. Sans oublier maintenant le fait qu'il faut aussi mettre à leur disposition des mécanismes de prêt. S'ils ont besoin d'argent, bon, ils peuvent s'adresser peut-être à leur banque là qu'ils avaient mis en place pour les agents des forces de l'ordre et de sécurité. Pas de commerce ou bien, je n'ai pas la bonne, disons, le bon sigle ne me vient pas directement parce que j'ai eu à faire des papiers sur ça lorsqu'on mettait en place cette structure. Et voilà, donc moi je pense que c'est ça, le processus de recrutement, le suivi de ces éléments et pourquoi pas aussi au niveau des forces de l'ordre de la hiérarchie, il faut aussi procéder aussi à des contrôles. Parce que, voilà, vous affectez quelqu'un, vous le larguez dans un poste là-bas, il est là-bas coupé de tout. Bon, il peut se permettre n'importe quoi. Si il entre en contact avec les réseaux de malfaiteurs, vous comprenez, par imitation, par aussi cupidité, il peut être amené aussi à copier les mauvais réflexes. Et ça, c'est pas bien pour vous vous rappelez de cet incident grave aussi avec les vendeurs de boudins, là? Oui, vous vous rappelez? Oui. Dans leur avec la complicité même des responsables des postes. Tout à fait. Isidore Akolor. Il faut revoir tout ça, la mettre de l'ordre dans tout ceci. Allô? Oui, Isidore Akolor. Je prends la balle au bon. J'avais fait une enquête, une investigation sur le circuit de Boudin. Tu te rappelles? Oui, bien sûr, c'est d'ailleurs pour ça que j'en parle. Bref, je ne vais pas revenir sur ce sujet. Ma question fondamentale, est-ce que le Togo fait rêver? Si le Togo fait rêver. Si le Togo fait rêver à ses citoyens. C'est la question fondamentale. Parce que quand j'ai lu le forfait
Et le motif de ces deux agents, j'ai déconcerté. Ils veulent prendre de l'argent pour fuir, pour quitter le pays. Déserter. Oui, déserter l'armée. Ça ne fait plus rêver. C'est en cela que moi, je vais interpeller le PC pour qu'il nous fasse rêver. Nous qui, déjà, dès les années 80, nous n'avons pas quitté ce pays. Nous avons fait des sacrifices. Ce ne sont pas nos enfants qui vont nous tuer pour avoir les moyens de quitter le pays. Voilà ce que je vais dire. Oui, Eric, oui, d'accord, vrai, très bien, oui. C'est vrai ce que le doyen dit. Le pays ne fait plus rêver. Tous les jeunes veulent quitter le pays. Et les désertions, ce n'est pas aujourd'hui. Les désertions, c'est presque tous les jours. Dans l'armée, la police et gendarmerie. Mais les gens quittent. Les gens quittent. Et je vais, et je vais vous dire, nous on avait écrit un article dans Pas Express. On peut encore le republier. On a dit qu'à un moment donné, ce seraient les enfants des barons qui iront, qui se feront recruter. Les autres qui vont, c'est des illusions. Il faut voir comment les gens sont affectés. Les affectations punitives. Mais le Djarpanga, nous on l'appelle la plaine des mots. Oui. C'est pas de mots, hein. La plaine des mots. Il y a de ces endroits du pays. Continent. Voilà, il y a de ces endroits du pays. Les bagos. Voilà, vous allez dans Dapran, vous allez dans la corne du Togo, tout ça là. Où, bon, on décide, on vous affecte et on vous oublie là-bas. On vous oublie. Alors que ceux qui ont le capital social suffisant, ou dont leurs parents sont des grands militants, mais ils sont dans les grandes villes, dans les grands bureaux. Cette discrimination ne doit pas continuer parce que c'est un effet de découragement pour beaucoup de fonctionnaires et dont les agents des forces de l'ordre. Donc, le mobile, c'est aller chercher un autre moyen, quitter et puis aller faire abattre, comme on le dit, et puis vous allez vous payer le billet et partir. Là où vous voulez aller. Oui. Donc, c'est un problème sérieux. C'est un problème sérieux qui se pose. Ce n'est pas seulement dans les forces de sécurité et de défense, mais aussi au niveau des fonctionnaires en général. Mais, docteur, tu permets, je connais des directeurs de société ou papa de société, des entreprises parapubliques qui ont poursuivi. Oui. Vous m'appelez le programme américain là. Ils sont partis. Donc, le pays ne nous fait plus rêver. Le pays ne fait plus rêver. Peut-être, à ceux qui sont aux affaires, ils ont tout. Le lait coule dans leur robinet. Ils ont leur champagne qui sable. Il faut qu'on interpelle l'autorité qui aujourd'hui veut se cacher. Je ne parle pas du président de la République, je parle du président du Conseil. Qu'il prenne ses responsabilités. Ce qu'il est en train de faire là, c'est, vous connaissez l'écureuil. C'est ce qu'il a dit. Non, l'écureuil. Quand vous poursuivez l'écureuil, qui trouve un trou là, il se cache, il laisse. Ah oui. Mais on le retrouve. On va toujours le retrouver. Il ne faut pas
qu'il ait la politique de l'écureuil. D'accord. Très bien. Je pense qu'on va préciser un certain nombre de choses. Eric, j'ai juste une minute, rapidement. Par rapport au président du Conseil, mais il assume sa fonction. Il a prêté serment, nous l'avons vu, il ne s'est pas caché. Donc c'est pour vous dire qu'il a les dossiers en main et j'ose croire que ce que nous demandons de sa part, c'est la célérité. Parce que nous voyons que voilà, il y a beaucoup de défis à relever. Donc il faut qu'il aille vite. Mais dire qu'il se cache, il ne se cache pas. Il assume et il est là et voilà. Et les dispositions qu'il y a à prendre, il n'hésitera pas à les prendre. Donc il ne se cache pas. D'accord, très bien. Voilà qui est dit. Merci messieurs pour votre disponibilité. Un mot de fin. Vous savez, l'homme le plus libre dans ce Togo, c'est qui? On a un président de la République qui n'a pas de charge. Il dort quand il veut. Il se couche quand il veut. C'est l'homme qui se... J'ai entendu cette chanson. Il n'a rien à voir avec la formation du gouvernement, la gestion. J'ai entendu cette chanson de notre pays. Très bien. Monsieur, merci beaucoup. On a compris. Merci à Francisco Napokura. Je rappelle juste que vous êtes le patron du journal Tampa Express. Isidore Sassou Kolor, qui parle beaucoup aujourd'hui, le patron du journal Actu Express, et Acha Ibrahim, le patron du journal Le Temps Nouveau. Merci à Francis Zaye qui a assuré la mise en onde. Appelez-moi Saint-Érigator. À demain.